je vous en prie, asseyez-vous. Rachel Lévy, donc vous êtes chef du service de biologie de la reproduction à l'hôpital Thonon, dans le 20e. Caroline Simon, vous êtes diététicienne. Et on devait avoir comme troisième intervenant de cette table ronde Pascal Vaudin, qui est un enseignant-chercheur à Tours, qui travaille sur la biologie de la reproduction. Apparemment, la tempête a fait tomber des arbres sur les voies. Enfin voilà, c'est les aléas de la vie. Et du coup, on est très heureuse d'avoir quand même un peu de Pascal Vaudin avec nous, en la présence de ces deux jeunes femmes qui sont étudiantes et qui travaillent avec lui. On va avoir l'occasion de rentrer un petit peu dans le détail de ce que vous faites avec lui à Tours. Alors effectivement, la transition a été toute trouvée pour pouvoir parler de nutrition et de ce qu'on mange, en fait, de ce qu'on met dans nos assiettes au moment où on souhaite devenir parent. C'est quelque chose, moi, que je trouve très important dans ce que fait BAMP depuis des années, c'est d'informer les gens des nouveautés qui aident les patients dans leur parcours, parce qu'on a l'impression, quand on parle de PMA, que c'est quelque chose d'un peu figé, et en réalité, il se passe beaucoup de choses, et beaucoup de recherches, et voilà. Et ce qui vous met d'accord, j'imagine, même si on va pouvoir rentrer dans le vif de la discussion, c'est que la santé reproductive est en fait directement liée à l'état de santé général et qu'elle est même un indicateur de l'état de santé des gens. C'est-à-dire quand on est infertile, ça peut faire tilt qu'en fait, il y a peut-être un souci de santé plus général. Alors, ce n'est pas une table ronde dédiée aux hypocondriaques, on ne va pas faire quelque chose de super anxiogène, mais justement, entendre avec vous des solutions qui sont apportées pour aider les patients et les guider dans ces parcours où on se sent souvent dépossédé de son corps, où on a l'impression qu'on n'a pas la main sur ce qu'on peut faire soi-même. On se dit, mais sur quel bouton faudrait que j'appuie pour que ça marche cette fois ? Eh bien, grâce aux travaux de Rachel Lévy, grâce aux conseils que Caroline Simon va pouvoir nous donner aujourd'hui, et grâce aux actions que vous menez à Tours, eh ben, on se rend compte que nous, patients, on peut en fait agir sur nos corps et sur la réussite de nos parcours. Donc la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a des moyens d'agir. Rachel Lévy, votre métier, ça consiste à regarder les gamètes au microscope, enfin, on peut dire ça comme ça de manière très résumée, pour pouvoir fabriquer de beaux embryons. Et vous m'avez dit en amont de cette conférence, on ne peut pas changer la génétique, mais on peut agir sur l'épigénétique, c'est-à-dire sur tout ce qu'il y a autour de la génétique. Alors, juste pour vous demander en fait ce que vous avez pu mettre au point avec la plateforme Alifère, de nous expliquer tout simplement comment ça marche cette plateforme, et ce qu'elle a de différent par rapport à ce qu'on pourrait imaginer de déjà existant. Merci beaucoup d'abord pour tout ça, et merci à Virginie et à BAMP pour cette invitation. Ben oui, on en avait discuté quand vous aviez eu la gentillesse de m'appeler. C'est vrai que ça fait à peu près depuis 2007, vous voyez, je compte même plus, qu'on s'est posé cette question, comment on peut améliorer la qualité des gamètes, les chances de fertilité. Et il y a 15 ans, l'idée nous est venue de regarder ce qui se passait du côté du mode de vie et plus précisément du côté de la nutrition. Alors à l'époque, c'était un peu comme Wistim. C'est vrai que, franchement, personne n'avait cette idée de se dire que peut-être quelque chose dans l'environnement, dans le mode de vie, dans l'alimentation, pouvait avoir un impact et améliorer la santé reproductive et les chances d'avoir un enfant. Puis aujourd'hui, grâce à tout ce qui s'est fait depuis, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dans la pensée des médecins, des biologistes de la reproduction, des patients, de se dire finalement la façon dont je vis peut-être
va avoir un impact sur la qualité de mes spermatozoïdes, de mes ovocytes, les chances d'obtenir une grossesse, une naissance, parce qu'une grossesse c'est bien, une naissance c'est mieux, et puis aussi, surtout, comme vous disiez, l'épigénétique, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais transmettre à travers le spermatozoïde et l'ovocyte à mes descendants. Et ce que je vais transmettre aujourd'hui, on le connaît mieux qu'il y a 15 ans, puisqu'aujourd'hui, ces marques épigénétiques, on peut les mesurer, on a des outils objectifs pour les mesurer, et on sait aujourd'hui qu'on va transmettre des informations. Alors ça peut être des bonnes informations, ça peut être des moins bonnes informations, mais en tout cas ces informations, elles vont avoir un impact sur la santé future des enfants. Donc vous voyez que l'idée de s'intéresser au mode de vie et l'environnement, elle a vraiment beaucoup d'impact sur la santé, vous l'avez dit, reproductive, mais aussi sur la santé actuelle, sur les chances d'obtenir une grossesse, que ça soit spontanée ou en assistance médicale à la procréation, puis aussi sur la santé des enfants. Et comme Wistim, on s'est aussi dit que les programmes de recherche, c'était bien, mais ça restait quand même restreint et on ne pouvait pas en faire bénéficier à la majorité des patientes et des patients. Et c'est pour ça qu'est née l'idée de cette plateforme Alifer, parce que ça nous permet aujourd'hui d'offrir le résultat de nos recherches qui ont donné lieu à des publications scientifiques depuis ces dizaines d'années, bien sûr. Mais l'idée, c'était vraiment de le rendre disponible, comme Wistim, au maximum de couples. Alors, l'originalité d'Alifer, et ça, pour l'instant, ça n'a pas été renouvelé au niveau des études, c'est de s'intéresser aux couples. Jusque-là, il y avait des études qui s'intéressaient à l'homme ou à la femme, mais pas aux deux en même temps. Et grâce aux données de l'intelligence artificielle et aux algorithmes, eh bien, il a été possible de calculer de façon sûre, mathématique, un score d'infertilité, le score Alifer, qui vient de l'essai clinique qu'on a réalisé à Alifer. Et ce score, il permet d'avoir une valeur objective. Alors, on travaille bien sûr depuis, et ce score a été travaillé bien sûr aussi avec des diététiciennes, et on sait que c'est important d'associer les données des questionnaires alimentaires aux données objectives d'un score qui va pouvoir fournir un chiffre, plusieurs chiffres en l'occurrence, et permettre de suivre un petit peu ce qui va se passer en fonction du temps. Parce que c'est ça qui fait la différence avec la génétique. La génétique, aujourd'hui, à part des thérapies géniques qui restent très limitées, importantes mais limitées, eh bien, on ne peut pas la faire changer. Alors que l'épigénétique, le mot-clé, c'est que c'est possible en intégrant le mode de vie, l'environnement, les perturbateurs endocriniens, en intégrant une prise en charge nutritionnelle adaptée, eh bien, on peut faire bouger ce chiffre, ce score, il peut, et on l'espère, et on l'a déjà vu, il peut s'améliorer. Comment ça marche concrètement pour les patients ? Concrètement, c'est une plateforme. Ça veut dire que vous pouvez aller sur le site www.alifer.com et donc sur ce site, vous allez pouvoir vous inscrire. C'est une plateforme comme, je ne vais pas faire de pub à d'autres marques que vous connaissez, mais il suffit d'inscrire son nom, son prénom du coup, on va vous proposer une prescription en ligne puisque c'est un score qui se base sur de la biologie. Alors cette prescription, elle peut être faite soit directement sur le score, mais nous travaillons et nous développons depuis maintenant 1 an, Alifer c'est tout jeune, hein, ça fait 7 mois que l'on existe, une collaboration avec les médecins, puisque depuis cet été, la start-up Alifer est dispositif médical. Et ça change beaucoup de choses, puisque ça veut dire que ça peut être prescrit, la biologie, le score peut être prescrit, conseillé par des médecins, et ça permet donc aux patients d'avoir c'est ce que nous souhaitons, de travailler en relation avec le médecin qui accompagne le couple ou la femme ou l'homme, puisque le score est disponible à la fois pour la femme et pour l'homme. Une fois que cette biologie est réalisée, elle peut être réalisée dans n'importe quel laboratoire de France, eh bien c'est très simple, c'est très intuitif, il suffit de saisir sur la plateforme les données biologiques et les scores apparaissent immédiatement. Donc les données biologiques, c'est intéressant parce que c'est des données biologiques, on va en parler, qui correspondent
correspondent à des micronutriments qui sont très impliqués, et on le sait depuis très longtemps, dans la qualité des gamètes et dans la qualité des spermatozoïdes et des ovocytes et leur nombre. Alors pour l'homme et pour la femme, il y a des points communs. On va vous demander, ça c'est simple, l'âge, le poids et la taille. Ça nous permettra automatiquement de calculer l'index de masse corporelle. Et au niveau biologique, la prescription biologique va être, il y aura des points communs pour l'homme et la femme. On s'intéresse à tout ce qui est métabolisme glucidique, et pour ça, ce sera l'hémoglobine glyquée qui va être dosée chez l'homme et chez la femme. On s'intéresse à la vitamine A. On sait depuis très longtemps à quel point cette vitamine A, elle est engagée dans la fabrication, la production de l'ovocyte et du spermatozoïde. Donc on va s'intéresser au rétinol, vitamine A, mais aussi au sang précurseur, bêta-carotène pour l'homme et pour la femme. Et puis ensuite, il y a des petites différences. Pour la femme, ça va être le sélénium, et on connaît depuis très longtemps l'importance du sélénium comme oligonutriment à fort pouvoir antioxydant. Et pour l'homme, eh bien, de façon aussi très cohérente, on va s'intéresser à la vitamine E. La vitamine E, elle est très impliquée dans la membrane cellulaire du spermatozoïde, et au moment de la fécondation, je ne vais pas rentrer dans un cours sur la fécondation, mais tout ce qui correspond à la vitamine E va être extrêmement important pour protéger la membrane du spermatozoïde et accompagner les différentes étapes de la fécondation. Et enfin, le métabolisme lipidique avec le cholestérol HDL. Et là encore, on sait à quel point le métabolisme lipidique est important dans la membrane du spermatozoïde et peut aider à mieux féconder l'ovocyte. Donc ce sont des éléments biologiques concrets, factuels, qui aboutissent à des scores qui arrivent automatiquement. Dès que vous saisissez ces paramètres, vous allez voir sur votre écran un score global qui va être le score du couple, mais vous aurez aussi un score féminin, un score masculin, un score plus nutritionnel et un score plus métabolique. Et bien sûr, ce score, eh bien, il va falloir le partager avec le médecin qui vous suit, et nous travaillons également avec des diététiciennes pour qu'il y ait un accompagnement. Et là, nous avons maintenant un retour et nous voyons que les scores sont assez... On a fait différentes classes, mais que, eh bien, on n'a pas toujours un score top, ce qui veut dire qu'il y a bien une raison à pratiquer ce score, et que le score, lorsque le score est défavorable, eh bien, il peut être amélioré grâce à un accompagnement via diététicienne et et c'est important, une prise en charge globale, holistique et personnalisée. Ça, c'est vraiment sur quoi on se bat, et depuis très longtemps, c'est que il y a la nutrition, et on travaille dessus, mais il y a aussi les perturbateurs endocriniens, il y a le stress, il y a l'anxiété, il y a l'activité physique, il y a le sommeil. On travaille sur tous ces facteurs, et la réussite, elle va nécessiter que l'ensemble des acteurs se mettent ensemble dans cet objectif. Oui, on va en parler justement de l'importance de à la fois l'alimentation, vraiment ce qu'on met dans l'assiette, et puis l'environnement au sens un peu plus large. Mais quand même, juste avant de donner la parole à Caroline Simon, moi ce qui m'a semblé très intéressant de neuf en fait, dans ce que vous proposez, c'est qu'on n'est pas dans de l'autodéclaratif. C'est-à-dire, c'est pas nous-mêmes qui disons « Ah, je mange, en fait, non, je bois pas tant que ça de sucre » ou « Non, je consomme pas tant que ça de gras, je mange très peu de frites. » Bon, non, c'est pas ça, c'est la biologie, c'est les ordonnances que vous demandez aux patients de faire réaliser au laboratoire, les examens, qui sont le marqueur. Et c'est un algorithme que vous avez développé donc, dans cette start-up qui permet de mouliner ces infos. Pour le coup, sans l'algorithme, ce n'était pas possible. Oui, tout à fait. Et ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que ça donne de l'information aux patients. C'est-à-dire, quand on parle d'anxiété, c'est vrai que les parcours génèrent de l'anxiété, mais quand on sent qu'on peut agir sur quelque chose, ça permet de réduire l'anxiété. Et là, avec un score, on a accès à une information sur notre état de santé, en fait, et on peut agir dessus. Tout à fait, c'est ça qui est nouveau. C'est l'importance de reprendre la maîtrise, le contrôle de sa fertilité et de sa santé de façon générale, parce que là encore, vous avez tout à fait raison. On a des couples qui sont persuadés d'avoir une vie, des lifestyle factors, des facteurs de mode de vie absolument nickel, impeccables. Et en fait, en faisant le score, eh bien, ils se rendent compte que finalement,
finalement, non. Et ce score, c'est vraiment un indicateur, en effet, de santé reproductive, mais de santé en général. Et comme Wistim, ça remet finalement à l'IFER la patiente, le couple, au cœur de sa prise en charge, et ça lui permet à tout moment, alors nous, c'est vrai qu'on l'avait imaginé au départ en prévention, et on en a rediscuté, je pense qu'il y a un intérêt majeur au moment où on a le désir d'enfant, de se faire un point, où en est-on au moment où on a ce désir d'enfant, un autre point au moment du parcours, de l'entrée en assistance médicale à la procréation, pour aider, pour optimiser, pour que le couple participe activement à la réussite de cette tentative. Et puis, il y a une dernière indication qui est lorsqu'on arrive en fin de parcours, dans les derniers cycles qui sont pris en charge par la sécurité sociale, où si le test n'a pas été réalisé, les couples et les médecins se demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour donner plus de chances, et on peut là encore se dire que prendre en compte l'alimentation et le mode de vie, ça peut participer, ça peut peut-être apporter une chance supplémentaire. Oui. Alors, Caroline Simon, vous êtes donc diététicienne. Quels sont ces micronutriments tellement importants, en fait? Et en fait, où est-ce qu'on les trouve? Dans quels aliments? Soyons concrets. Pour que ça puisse avoir un impact sur la santé reproductive. Et ensuite, je crois qu'il y a dans la salle des gens qui sont très intéressés en fonction de pathologies particulières. Des études cliniques ont été faites et on sait que là aussi, les choses se combinent entre ce qu'on mange et la pathologie dont on souffre, et que peut-être il y a moyen d'agir là aussi. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, même au-delà des nutriments qui sont indispensables, je pense que ce qui est important de mettre en avant, c'est vraiment une alimentation variée, équilibrée. Enfin, en fait, on a l'impression de répéter tout le temps ça, mais finalement, c'est quelque chose de très simple, mais pas si simple que ça à mettre en place pour nous tous, en fait. Donc, déjà, d'avoir une alimentation qui est variée, de manger un petit peu tous les groupes d'aliments, d'avoir une assiette qui est composée d'un maximum de fibres, donc avec des fruits et légumes, de les varier en fonction des saisons, d'essayer d'aller vers des produits qui sont locaux, des produits qui sont bio, et d'avoir ensuite l'autre demi-assiette qui est composée à 50% de protéines et l'autre de céréales, de féculents. Voilà. Ce que je dirais aussi, c'est que de vraiment mettre l'accent sur les antioxydants, comme l'a dit aussi Rachel Lévy. Et après, on a tous les vitamines, tous les minéraux. Donc, on a les vitamines du groupe B qui sont très importantes. La vitamine B9, elle est très connue. Elle est aussi appelée l'acide folique. On la trouve notamment dans tous les légumes à feuilles vertes. Donc ça, c'est pour la vitamine B9. On a aussi la vitamine B12 qui est très importante, qu'on trouve là surtout dans les produits animaux. Donc là, c'est pareil, quand il y a une alimentation qui est par exemple végétarienne, végétalienne, il y a besoin vraiment d'un accompagnement. C'est tout à fait possible dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. Mais il va y avoir besoin d'un accompagnement parce que du coup, il va sûrement y avoir une déficience en vitamine B12 à ce moment-là. Voilà. Après, je ne peux pas vous faire toutes les vitamines parce que je pense que ce serait un peu trop long. La vitamine D, évidemment. Après, on a le zinc qui est très important aussi, et les oméga 3. Est-ce qu'il peut y avoir la tentation chez les patients de recourir aux compléments alimentaires ou à des vitamines Oui, bien sûr, et c'est un peu un sujet que je voulais aborder aussi. Moi, forcément, je vais toujours mettre en avant l'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment notre première source de vitamines, de minéraux. Dans l'alimentation, il y a tout ce dont on a besoin. Après, il peut arriver que dans certains cas, il y ait besoin de certaines vitamines, minéraux, etc. Mais là, dans ce cas-là, moi, je conseille toujours de se faire accompagner de son médecin, de son diététicien aussi. Et de pas forcément... la supplémentation, elle n'est jamais anodine. Il peut y avoir des choses qui sont très bien, mais la supplémentation, elle n'est jamais anodine. Donc, se faire accompagner et faire attention avec les interactions médicamenteuses, etc. aussi. En fait, votre métier de diététicienne, il est en constante évolution, c'est-à-dire avec les données médicales qu'on connaît à l'instant T, vous pouvez adapter votre métier et du coup l'accompagnement.
C'est Ouais. pour pouvoir faire du sur-mesure. Oui, tout à fait. En fait, dans le programme scolaire, si je peux dire, de ma formation, c'est vrai qu'on n'aborde pas ces sujets-là. Alors, ce serait génial voilà, de faire évoluer les programmes. Et après, pour se former, c'est vrai qu'il y a tout et rien. Et d'ailleurs, même pour les patients, sur Internet, il y a une multitude de ressources disponibles. Et quand on est en parcours d'infertilité, ou même quand on est atteinte de SOPK, d'endométriose, voilà, de toutes ces pathologies féminines très liées aussi à la fertilité, on se retrouve un peu face à une multitude de recommandations, alors même qu'il n'y a pas toujours de recommandations officielles sur la nutrition qui ont été officiellement publiées, entre guillemets, même s'il y a beaucoup de publications scientifiques, etc. Mais là, il faut être un petit peu éveillé à ça pour aussi aller chercher dans les publications scientifiques. Donc, c'est aussi notre rôle, moi, je trouve, en tant que diététicien nutritionniste, de se former là-dessus et de pouvoir accompagner sur ces sujets-là. Parlons justement du syndrome des ovaires polykystiques, donc le SOPK, ou de l'endométriose. Il semble en fait qu'il y ait un lien direct avec l'alimentation. Oui, le SOPK, c'est une pathologie qui est très liée aux troubles métaboliques. Donc après, c'est un syndrome qui est aussi complexe et qui revêt une multitude de situations. Donc on n'est pas forcément en surpoids quand on a le SOPK, etc. Je ne veux pas faire je veux pas faire de préjugés, mais c'est vrai que c'est très très lié aux troubles métaboliques, donc forcément très lié à l'alimentation aussi. Et souvent, on a des patientes qui sont en surpoids ou en situation d'obésité, qui sont dans les parcours, à qui on demande par exemple de juste mincir, et puis en fait derrière on n'a pas d'accompagnement. Donc ça, c'est un peu des situations complexes, et on se retrouve avec des patientes qui du coup vont chercher la ressource là où elle existe, et avec des pratiques très hétérogènes selon les différents thérapeutes et professionnels de la nutrition. Donc il y a aussi un besoin il y a aussi un besoin de régulation sur ce sujet. Mais après, pour parler concret sur l'alimentation, par exemple en cas de SOPK ou en cas d'endométriose, l'accompagnement, il est vraiment à personnaliser en fonction de la patiente et du couple, toujours, parce que ce ne sont pas que les femmes qui sont concernées par l'infertilité, ça on l'a déjà dit. Mais on revient toujours sur une alimentation variée, équilibrée, plutôt à type anti-inflammatoire, avec des gros guillemets, mais où on va aller chercher à éviter l'excès de stress oxydatif. Je pense que Rachel Lévy en parlerait beaucoup mieux que moi. Mais voilà, donc on va chercher à apporter beaucoup de fruits et légumes, une alimentation qui est à dominante végétale, je pense qu'on peut le dire, mais apporter beaucoup d'antioxydants, etc. Merci. On va continuer la discussion avec la salle, mais je voudrais donner la parole à Pascal Vaudin aussi. Merci d'avoir réussi à surmonter les difficultés liées aux intempéries à la SNCF. L'alimentation, c'est 80% de nos expositions aux perturbateurs endocriniens, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on estime, ce chiffre, entre 80 et 85%. Donc c'est la principale source d'exposition aux perturbateurs endocriniens. Très rapidement, les perturbateurs endocriniens, c'est quoi ? Ce sont des molécules étrangères à notre organisme que produit l'activité humaine. Et certaines ressemblent beaucoup à nos hormones. Et elles ressemblent tellement à nos hormones que si elles rentrent dans le corps humain, peuvent remplacer nos hormones ou les perturber, en tout cas perturber le message. Et donc, avec une exposition chronique, ça peut aboutir à des pathologies, à des dérèglements, et notamment à une homéostasie qui est mise à mal. Donc, sachant qu'il y a quand même beaucoup de grandes fonctions physiologiques qui sont régulées par nos hormones, entre autres la reproduction, cette fonction de reproduction est fortement impactée par ces perturbateurs endocriniens. Où les trouve-t-on ? Donc on l'a dit, effectivement, dans l'alimentation, mais aussi pesticides qu'on retrouve aussi dans l'alimentation, les produits médicamenteux aussi qu'on retrouve, qui sont dans l'environnement et qui par rebond reviennent vers nous pardon ? À travers l'eau. À travers l'eau de boisson, que ce soit l'eau du robinet ou l'eau en bouteille, peu importe, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre.
Et donc, comme l'alimentation, c'est la principale voie d'accès, eh bien, il faut faire attention, évidemment, à notre alimentation, et notamment donc, éviter l'ultra transformé. Donc l'ultra transformé, c'est une grosse source de perturbateurs endocriniens, notamment de molécules conservatrices, comme les parabènes, les triclosans, par exemple. Il faut aussi faire attention comment on les prépare. On va éviter, par exemple, de chauffer notre gamelle dans un récipient en plastique au micro-ondes. Parce que le plastifiant qui est votre tupperware, si on peut, voilà, pour être simple, eh bien, plus vous chauffez, plus les plastifiants vont être transférés vers l'alimentation. Donc ça, il faut absolument éviter. Si on peut éviter aussi les ustensiles de cuisine en plastique, tout ce qui tourne autour de la cuisine et le plastique, il vaut mieux éviter, pour mieux privilégier soit les ustensiles en bois, en métal, ou alors en termes de récipients, les récipients en verre, en céramique. C'est moins pratique, ça casse, mais en tout cas, il n'y a pas du tout de transfert vers l'alimentation. Il y a aussi du transfert du packaging vers l'alimentation. Donc les aliments emballés, surtout s'ils sont conservés dans des atmosphères assez chaudes, comme les bouteilles d'eau par exemple, eh bien vous avez un transfert des plastifiants vers l'eau, que ce soit les phtalates, les bisphénols. Alors, on a parlé du bisphénol A, vous connaissez sûrement toutes et tous, mais il n'y a pas que le bisphénol A, il y en a plein d'autres qui sont eux autorisés et qui sont dans les matières plastiques, y compris les matières plastiques qu'on vous dit sans bisphénol A. Il y a d'autres bisphénols qui sont suspectés aussi d'entraîner des problèmes, et ils sont aussi suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. Alors, Pascal Baudin, j'avais dit en présentation, avant que vous arriviez, que vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Tours, oui. Que votre spécialité, c'est justement ça, d'aller regarder comment les perturbateurs endocriniens parviennent jusqu'à nos corps. Vous avez mis en place, parce que ça peut sembler un peu anxiogène, ce sujet. Anxiogène. On sait que c'est d'ailleurs même un souci dans l'information, parce que c'est tellement... Quand on en prend conscience, ça peut créer de l'anxiété, voire de la panique. Or, il y a moyen de faire des choses. Bien sûr. Vous avez 2 étudiantes à côté de vous qui, à travers une association que vous avez créée, racontez-nous l'histoire de Gametes. Eh bien, donc je suis impliqué dans le master biologie de la reproduction que j'ai dirigé pendant quelques années, et donc dans ce master, on enseigne notamment comment les perturbateurs endocriniens impactent la fonction de reproduction, ce qui est dans la maquette du master. Et il y a quelques années, j'ai demandé à mes étudiants de s'organiser en association pour faire de la médiation scientifique, notamment autour des perturbateurs endocriniens, et diffuser l'information auprès du grand public, mais aussi de publics cibles. Pourquoi ? Parce qu'en master, ils ont une très bonne formation académique, mais moi je voulais faire un peu sortir les étudiants de ce domaine académique et qui se frottent un petit peu au monde socio-économique et au grand public. Et donc tous les ans, je leur donne un projet. Ça marche plus ou moins bien parce que c'est sur la base du volontariat, c'est pas inclus dans leur maquette, c'est s'ils veulent bien. Et donc l'année dernière, ils ont fait une semaine de sensibilisation autour des perturbateurs endocriniens auprès de la population étudiante de Tours. Donc ils ont été chercher les budgets, ça a coûté 14 000 €, donc ils ont été eux-mêmes chercher les budgets, parce qu'on a acheté des bracelets, qu'on a donnés à 100 étudiants pour mesurer leur exposition aux phtalates et aux bisphénols qui sont dans l'atmosphère. Et on a fait toute une campagne de communication autour de tout ça. Et donc cette année, donc Mathilde et Laura sont là pour participer à l'animation de cette journée. Mais il y a un projet à côté qui va consister à faire de la communication auprès des petits, en école primaire. Donc on va élaborer des ateliers et l'année prochaine, le but c'est de donner aux élèves une trousse sans perturbateurs endocriniens, sur l'intrus, la trousse et ce qu'il y a dedans. Et j'ai aussi demandé, il faut toujours en demander plus, aussi demander de leur donner un kit pique-nique qui ne soit pas en plastique.
pas de gourde en plastique, pas de couvert en plastique, rien en plastique. Y compris des petits sachets, pas de sacs en plastique, mais des sacs en tissu que l'on peut laver, voilà, que l'on peut recycler, laver, et ainsi de suite. Il n'y aura pas que les petits, hein, on va aussi sensibiliser les parents, parce qu'il faut qu'il y ait une continuité aussi lorsque les petits vont rentrer chez eux. Donc on va sensibiliser les parents pour que les parents puissent adopter les bons gestes et laisser quelques habitudes et en prendre d'autres. Et puis les enseignants, bien sûr, que j'ai sensibilisés l'année dernière. Et c'est tout l'enjeu, en fait, la sensibilisation, oui. en fait, c'est tout l'enjeu de ce sujet. Oui, tout à fait. Parce que découvrir, en fait, un peu tardivement qu'on est assailli de pollution multiple, bon, c'est une chose, mais je trouve ce qu'il y a de très malin, en fait, dans votre démarche, c'est d'aller chercher des publics de tous âges. C'est ça. Parce que moi, je fais pas mal de conférences grand public, donc les personnes qui viennent, ils sont déjà sensibilisés. Donc, le travail, c'est pas la peine de les sensibiliser déjà, parce qu'ils viennent, donc ça les interpelle. Non, ce qu'il faut, c'est aller chercher, évidemment, il faut aller chercher les autres qui ne sont pas sensibilisés, qui n'ont aucune idée de... Effectivement, c'est un sujet très anxiogène. Bon, on sait hein, que notre environnement n'est pas super safe, hein, mais en termes de perturbateurs endocriniens, si on creuse un peu, bon, c'est vrai que c'est très, très anxiogène, mais heureusement, il y a des solutions pour pas éviter totalement notre exposition, ça serait complètement illusoire, mais en tout cas, voilà, limiter, réduire notre exposition. C'est déjà pas mal, surtout certaines fenêtres de vie, hein, et notamment pendant la période fœtale embryonnaire. Donc c'est là où on est le plus sensible, donc ça met une pression supplémentaire sur les femmes enceintes, mais c'est un fait. Et à la fois, cette information, vous le dites, on le sait, mais on ne les voit pas. Donc tout l'intérêt justement de cette sensibilisation et de cette information, c'est de nommer les perturbateurs, de savoir où ils sont, d'éviter les plastiques. Ce qu'il faut effectivement, c'est connaître. Quand on connaît, hein, après c'est plus facile d'adopter les bons gestes. Il faut aussi sensibiliser les politiques. Donc à Tours, on est dans une région où ils sont assez sensibles à cette problématique-là. Donc ils financent, ils financent des opérations de sensibilisation. Ils sont très sensibles à ça. À côté de ça, les perturbateurs endocriniens qui les fabriquent, les industries chimiques, ça génère de l'emploi. Donc quand on est politique, c'est un peu compliqué. C'est toute une filière. Parce que tu es un peu schizophrène, donc c'est pas évident. Mais ça passe par le public, parce qu'on sait que c'est le consommateur qui fera bouger les choses. C'est un électeur, voilà, et puis ils achètent. On a vu hein, sur le jambon sans sulfite, hein, ça a pris en très peu de temps, très vite, hein, les industriels ils ont été obligés de s'adapter, parce qu'ils ne vendaient plus leurs produits, et donc ils ont mis sur le marché du jambon sans sulfite. Oui, parce que c'est les consommateurs qui ont fait le choix. Voilà, le choix des gens est fondamental. On va peut-être donner la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Bien sûr. Juste avant les questions, je voulais vraiment vous remercier et vous dire que, bien sûr, parmi les périodes critiques d'exposition, ce qui sont aussi des périodes d'opportunité, parce que si elles sont critiques, c'est qu'on peut agir aussi. Et ça, c'est très important. Il y a la puberté. Et moi, vraiment, votre travail, je le salue et continuez. Et c'est pas simple, mais vraiment, parce qu'on sait qu'au moment de la puberté, juste avant, pendant et après, il se passe des choses hyper importantes pour la reproduction, le cerveau, enfin pour beaucoup d'organes. Et là, vraiment, on a une fenêtre d'opportunité très importante qui, plus tard, pourra aider aussi. Donc, tenez bon, c'est vraiment super. Et aussi, n'oublions pas l'homme, je plaide pour l'homme aussi, parce que c'est vrai que la femme pèse, il y a beaucoup de poids, vous disiez, c'est vrai qu'on met beaucoup de la pression sur la femme, c'est vrai, mais n'oublions pas l'homme, et nous, vraiment, on travaille aussi sur cette période qui précède la fécondation, où là, vraiment, il y a 3 mois, 74 jours, pour améliorer la qualité du spermatozoïde qui va féconder, on y croit, et c'est aussi une période vraiment très importante. Juste, voilà, c'était pour ça. Oui, et puis aussi parce qu'on sait que potentiellement il faut éviter l'alcool, la cigarette, les drogues. Oui. Mais sur des choses aussi quotidiennes que l'alimentation,
Et on l'exposition. a besoin, oui, oui. L'exposition. Et on a besoin d'informations. D'ailleurs, vous avez on parle des 1000 premiers jours. Hein. Oui. Vous avez un site, je ne sais pas si c'était relayé, vous avez un site qui s'appelle les1000premiersjours.fr. Et c'est très très bien fait, il y a plein d'astuces, il y a des petites fiches, comment préparer la chambre de bébé, c'est très 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 bien fait. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, merci à tous. J'avais une question sur les perturbateurs endocriniens. J'ai lu que de voir réellement les effets, ça peut prendre beaucoup de temps et c'est très complexe. Donc ma question, c'est en combien de temps on peut espérer voir des effets sur notre organisme dès lors qu'on arrête le plastique et autres perturbateurs? Alors effectivement, les effets peuvent mettre très très longtemps à apparaître, les symptômes en tout cas. Si on parle de votre futur bébé, si vous avez un projet, dès que vous arrêtez, ça dépend de certains types de perturbateurs endocriniens. Vous avez des perturbateurs endocriniens qui restent dans notre corps très peu de temps, 24, 48 heures, c'est le cas des bisphénols et des phtalates par exemple. Ça passe très peu de temps. Par contre, vous en avez d'autres que vous stockez dans l'organisme et qui mettent beaucoup plus de temps à disparaître. Et notamment, ils se stockent dans les matières grasses. Et vous avez certains perturbateurs endocriniens, des retardants de flamme par exemple. Vous en avez certains, ils mettent 2 à 3 ans à s'éliminer pour la moitié. Voilà, donc vous imaginez, il faut presque 10 ans si on veut tout éliminer. Donc c'est pour ça que on en stocke pas mal de ce type de produits parce que les perturbateurs endocriniens ont une propriété, ils sont ce qu'on appelle lipophiles, c'est-à-dire ils aiment être dans les matières grasses. Donc ils se retrouvent dans le tissu graisseux, dans le lait maternel aussi. Ils se retrouvent. Donc il y a eu des études de fait, notamment en mesurant chez des femmes allaitantes à la fois des perturbateurs endocriniens qui sont dans le plasma et dans le lait maternel. Donc on en retrouve dans les deux. Et dans le lait maternel, comme c'est plus gras que le sang, on en retrouve des quantités plus importantes, des concentrations voire 10 fois plus importantes que dans le sang. Parce que le lait maternel est riche en matière grasse. Donc il faut agir, ça c'est évident, il faut agir. Dès que vous arrêtez, évidemment, votre organisme va éliminer tous ces perturbateurs endocriniens avec un délai plus ou moins important. On parlait tout à l'heure de régime, de perte de poids. Il y a des obstétriciens maintenant qui, justement parce que le corps humain est capable de stocker ce type de produit, ils déconseillent une perte de poids trop importante avant la grossesse. Parce que justement, ça va libérer ces substances. Et donc, potentiellement, ça peut être une source d'exposition pour le fœtus en développement. Donc, perdre du poids plutôt après. Voilà. Ça peut être un peu paradoxal. C'est paradoxal, je sais. Ou avant, très en amont, ou le désir de grossesse. Voilà, on revient sur l'idée de la prévention, oui, ce qui est très importante, parce que cette étape de prévention, en fait, l'idée, c'est de dire, finalement, c'est un projet d'enfant, un désir d'enfant, et je me prépare au mieux à ce projet d'enfant en appliquant tout ce qu'on vient de se dire, et ça permet d'avoir le temps. Et vous avez tout à fait raison, c'est pas en débutant le cycle de FIV qu'il faut perdre 30 ou 40 kilos, c'est pas du tout une bonne idée, et ça a été démontré. Mais plus on est en amont, et plus on le fait doucement aussi, plus on perd du poids, mais de façon progressive, et moins on libère ces perturbateurs endocriniens, au contraire de la chirurgie bariatrique, qui, elle, a été montrée comme étant celle qui va vraiment de libérer la plus grande quantité de ces produits. Ouais. Donc voilà, pour votre question, je vous parlais des bisphénols et des phtalates, qui sont quand même une source importante d'exposition. Donc on les stocke pas du tout. Donc dès que vous limitez votre exposition, dans votre organisme, il y a une répercussion dans les 24-48 heures. Parce qu'on ne les stocke pas. Ils sont éliminés très rapidement dans le corps. Voilà. Est-ce qu'on prend une dernière question ? Oui. Bonjour. Je pense à moins que tu veuilles. Okay.
On a l'impression que c'est quand même une lutte infinie, c'est-à-dire que même si nous, dans notre vie privée, on va essayer de manger correctement, se cuisiner des produits bio, utiliser des tupperwares en verre, etc., il y a la vie aussi de tous les jours, la cantine dans laquelle on mange, les sandwichs qu'on va acheter, etc. Est-ce qu'il y a une dose minimum que le corps peut supporter? C'est-à-dire qu'à un moment, voilà. Alors évidemment, le corps, hein, il est capable de réguler. Hein, on le voit bien de toute façon. Hein, ça fait des dizaines d'années qu'on est exposé à ce type de polluants et on est quand même là. Hein, donc on est quand même résistant. Et le corps humain est capable de combattre entre guillemets les effets de ces perturbateurs endocriniens. Mais après, c'est comme tout. Hein, l'organisme, de temps en temps, soit vous êtes fatigué, vous êtes un petit peu immunodéprimé. Donc c'est peut-être là aussi que les pathologies peuvent se déclencher. Vous avez la nutrition, ça commence à sortir. On sait qu'il y a certains nutriments qui contrecarrent les effets de des bisphénols A, par exemple, notamment les polysaccharides qu'on retrouve dans les baies de goji. Donc si on a une alimentation équilibrée, si on fait sa cuisine soi-même, alors des fois c'est vrai qu'on mange à la cantine, on n'a pas le choix, hein, mais on ne peut pas non plus, c'est pas du 1-0. Voilà, on ne peut pas non plus faire du 100% maison à tous les repas. C'est pas possible dans nos vies actuelles. C'est pas possible. Donc il faut effectivement limiter le plus possible. L'utilisation du plastique, quand même, c'est une grosse source, hein, parce que les bisphénols et les phtalates, il faut savoir que dès que vous touchez un plastique, vous le touchez, vous décollez du bisphénol et du phthalate. C'est pas lié de manière covalente au plastique. Les sols PVC, donc là on en a plein, mais voilà, dans la chambre de bébé, si vous pouvez éviter le sol PVC, si elle est en construction, en cours de construction, voilà, évitez. Parce que c'est une source d'exposition atmosphérique. Et on en retrouve dans les poussières, notamment les phtalates, et les petits, notamment comme ils sont au ras du sol, ils sont plus exposés que nous, qui sommes un petit peu plus hauts. Donc c'est tout ça, mais ça, si on ne le sait pas, effectivement, on peut pas faire les bons choix, enfin les choix les plus pertinents. Il y avait d'autres questions, je crois. Oui, je voulais réagir sur la perte de poids. Ça m'a pas mal intéressé. Voilà. Parce qu'en fait, il y a des centres PMA qui demandent aux patientes de perdre parfois beaucoup de poids avant de commencer un parcours. Et du coup, je me dis, moi, je suis dans un centre où ils ne m'ont pas demandé, alors que je suis en IMC supérieur à 30. Mais je sais que j'ai dans les groupes de parole. Enfin, voilà, c'est vraiment des réactions qu'on peut avoir. Et du coup, je trouve ça aberrant. Parce que c'est très récent. C'est vrai que dans les sociétés d'obstétrique, c'est très récent. Là, ce que je vous ai dit, c'est l'exemple d'une obstétricienne qui s'était formée chez nous, qui, elle, préconise ça, parce qu'elle a fait un stage sur les perturbateurs endocriniens et connaît ce que c'est. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément de médecins, d'obstétriciens, de sages-femmes qui ne sont pas du tout sensibilisés à cette problématique des perturbateurs endocriniens. Formés même. Même formés. Donc il y a des études qui ont été faites sur ça. J'encadre une thèse de médecine sur cette thématique-là, sur comment est perçue cette thématique des perturbateurs endocriniens par les professionnels de santé. Ça les met en grande difficulté, parce qu'ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. Il y a eu des sondages qui ont été faits. Il y a 85% des professionnels de santé qui n'ont eu aucune formation sur la thématique. Alors qu'ils aimeraient, et ils sont très demandeurs. Donc moi, pas la semaine prochaine, mais l'autre, j'ai rendez-vous avec le vice-doyen de la fac de médecine pour mettre en place des enseignements pour former les futurs médecins à cette problématique des perturbateurs endocriniens. Mais pour l'instant, en fac de médecine, il n'y a rien. D'accord. Qu'est-ce qui retient en fait la création de ces formations spécifiques ? Est-ce que c'est des pressions de l'industrie ? Qu'est-ce qui bloque ? Qu'est-ce qui bloque ? C'est difficile. C'est difficile. Moi, je ne fais pas partie de la fac de médecine, donc je ne pourrais pas vous répondre. Mais en tout cas, ils sont ouverts. Ils sont demandeurs. Ils savent que c'est un problème. Même dans les médecins généralistes, qu'on a interrogés, ils savent tous que c'est un problème, mais ils se sentent impuissants. Parce que déjà, c'est vrai qu'il n'y a pas de vraie solution. On peut pas donner un médicament en disant « tiens, je te guéris des perturbateurs endocriniens ». Non, parce que tout vient de soi. Enfin, c'est nos habitudes qui font qu'on réduit notre exposition.
Donc le médecin généraliste ou la sage-femme ont un grand rôle pour conseiller, pour épauler, mais ils sont en très forte demande d'information. Donc il n'y a pas de blocage en fait. Je pense qu'il faut juste, à un moment, mettre en place une formation dans le cursus médecine sur ces thématiques des perturbateurs endocriniens. C'est tout. C'est pas plus simple, pas plus difficile que ça. Je monopolise un petit peu le micro, je suis désolée, mais je repensais donc toujours à cette histoire de perte de poids, parce que ça me concerne. Je suis rentrée en PMA en surpoids, maintenant je suis en obésité, parce que la PMA c'est énormément d'hormones, c'est vraiment pas facile. Plus en plus, je mange mes émotions, donc c'est un peu complexe. Et du coup, là, moi, en fait, j'ai essayé de perdre du poids, clairement, ces derniers temps. Et je suis en parcours de tech, donc je suis en train de me dire que j'ai fait une grosse connerie. Et du coup, est-ce qu'on peut quand même essayer de perdre un peu de poids? Et dans ce cas-là, c'est quoi un petit peu le dosage de se dire, je sais pas moi, on vise 2 kilos par mois, c'est encore OK Oui, bien sûr, de toute façon, dans tous les cas de perte de poids, l'idée, c'est de vraiment pas aller à l'excès. Donc oui, moi je dirais plutôt 1 à 2 kilos par mois. Oui, c'est 5%. Ouais, 5%. D'ailleurs, c'est avec une perte de poids modérée de 5%, on voit tout de suite des résultats. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est aussi une balance bénéfice-risque. C'est qu'on va avoir des bénéfices aussi à perdre du poids de façon progressive, durable, et surtout à maintenir cette perte de poids finalement pour que ça devienne un poids d'équilibre. Et en même temps, on va avoir des risques à une trop grande perte de poids. Donc voilà, c'est toujours un peu comme dans tous les sujets de balance. Ouais. Okay. Et puis on n'est pas qu'un chiffre. Moi j'insiste là-dessus. Un homme, une femme, c'est pas un chiffre, un IMC. C'est pas ça. Donc ça, je pense que vous l'avez très bien dit. C'est qu'il y a de l'émotion. Il y a plein de choses qui expliquent ça. Et le deuxième, c'est que même au-delà de ce chiffre, il y a aussi l'alimentation dont vous parliez. C'est-à-dire que si à côté du poids, vous avez une alimentation qui respecte les critères, toutes les belles consignes qui ont été dites, avec beaucoup d'antioxydants, anti-inflammatoires, de toute façon, ça ne peut être que bénéfique. Donc, et en plus bénéfique pour les perturbateurs endocriniens aussi. Donc c'est vraiment global, c'est vraiment personnalisé à vous et global, parce qu'il faut intégrer, le sommeil aussi va être important. Donc il faut intégrer l'activité physique, le sommeil, les perturbateurs endocriniens. Je sais que c'est un vrai boulot, c'est un job temps plein, mais en même temps ce job temps plein, ça sera pour votre santé reproductive, pour votre santé tout court et pour la santé de vos enfants. Donc c'est top. Merci beaucoup. Et si je peux me permettre, parce que vous me l'avez dit quand on préparait cette table ronde, faire de l'activité physique, mais pas dans n'importe quel contexte. C'est-à-dire que courir en centre-ville, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Ah oui, ça c'est ce qu'on appelle l'environnement que l'on subit. Donc en fonction où l'on vit, c'est vrai que faire de l'activité physique sur le périphérique, sur le périph', je suis pas sûr que ce soit indiqué. Même si vous avez des tout petits poumons verts dans Paris, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Ce sera toujours mieux que de rien faire, ça c'est sûr. Et puis voilà, si vous pouviez faire les choses en se disant, vraiment en ayant en arrière-pensée le moins de plastique possible. Rien que ça déjà. Voilà. Je sais que le plastique, il y en a partout. Le coque de téléphone, sur tout ce que vous touchez. Mais au moins tout ce dans la cuisine, si vous pouviez changer tout ce qui est de plastique en non plastique, déjà vous limitez quand même pas mal votre exposition aux perturbateurs endocriniens, phtalates et bisphénol, et d'autres, et les perfluorés aussi, les téflons, les revêtements de téflon, les perfluorés, et eux ils sont un petit peu agaçants parce qu'on les appelle des polluants éternels, parce qu'ils sont très 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 stables dans l'environnement. C'est pour ça qu'on les utilise sur les poêles Téflon, parce qu'ils ont des propriétés de résistance thermique et mécanique très importantes. Donc c'est pour ça qu'on les met sur les revêtements Téflon. Mais il y a Tefal qui commence à faire des poêles en aluminium sans rien dessus. Donc ils commencent à comprendre les choses. Ouais. Je peux
Merci. Je pense à une référence anglo-saxonne, donc c'est un livre qui est sorti en 2022 de Shanna Swan, qui a publié avec Livre en 2017 un article sur le déclin du sperme. Et dans ce livre, donc, elle parle de plastique et puis quelque chose de controversé, je ne sais pas si ça a été discuté par les collègues en France, c'est la dysphorie du genre qui va résulter des polluants pendant la grossesse. Je ne sais pas si c'est un débat qui fait bruit, alors qu'aux États-Unis, on en parle beaucoup, c'est controversé. Donc, à quel point ces polluants vont contribuer à une gender dysphoria? Donc, c'est-à-dire donc ce qu'on entend en ce moment, c'est-à-dire les problèmes d'identité de genre, c'est ça? C'est ça, exactement. Oui. En lien avec la pollution environnementale. Tout ce que vous avez, oui, les polluants que vous avez. Alors moi, j'avais essayé d'apporter le débat auprès d'étudiants. La promo d'avant, justement, sur lequel j'avais demandé de faire de la communication auprès des étudiants, ils étaient très, très frileux. Pour eux, c'était hyper explosif. Mais pour moi, c'est une vraie question. Pour moi, c'est une question qui se pose. Personnellement, d'un point de vue scientifique, c'est un problème qui se pose vraiment. C'est une vraie question. Après, est-ce qu'on a le courage de l'aborder? Je ne sais pas. Il y a des modèles animaux. Oui, il y a des modèles animaux. On peut déjà parler de modèles expérimentaux animaux. Je crois qu'on a tous en tête ce qui s'est passé avec les alligators, je crois. Oui, puis même. Voilà, c'est ça. Même chez la souris, vous pouvez très bien une exposition in utero de souriceaux avec une molécule qu'on connaît tous, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Eh bien, vous démasculinisez les mâles. C'est-à-dire qu'au niveau comportement, les mâles n'auront plus un comportement reproducteur mâle, c'est-à-dire ils vont monter la femelle, mais ils auront un comportement de reproduction de femelle. Donc on va démasculiniser au niveau du comportement. Donc c'est un problème, quelque part, de genre. Et il y a énormément de molécules qui ont cet impact. Alors c'est le modèle animal, mais le cerveau est sexualisé chez l'animal comme chez l'homme, de la même manière, par les mêmes hormones. Donc la question, pour moi, c'est une vraie question qui se pose. Merci beaucoup. Alors je pense qu'on n'a pas répondu juste à la question de la demande de perte de poids au moment de l'entrée en AMP. Et ça, c'est un sujet qui revient tout le temps. Alors c'était très prégnant pendant le Covid, où là, carrément, les niveaux d'exigence ont chuté. Et ça persiste. Et moi, je sais que dans la communauté des professionnels de l'AMP en France, il y a une tendance à dire non, on laisse les gens tranquilles avec cette histoire de poids. Ouais. Et il y a aussi la tendance de vous êtes l'IMC ne convient pas, il faut perdre du poids. Et sans l'accompagnement qui est nécessaire. Alors, je ne sais pas si Rachel, vous vouliez répondre. En fait, il y a des parcours. Moi, je peux parler de notre expérience. Juste, on travaille avec l'équipe de la Pitié-Salpêtrière, d'Anne Bachelot et de Cécile Siangura, qui accompagnent. Alors, on est sur des IMC à 35-40. On n'est pas sur des IMC à 30, mais pour des IMC vraiment très élevés. Il y a des accompagnements, encore une fois personnalisés, parce que on n'est pas qu'un chiffre, voilà, et qu'il y a plein d'autres facteurs, notamment psycho et autres, à intégrer. Et donc, il y a un parcours qui est offert en amont de l'AMP. Alors, la vraie question, au-delà de ça, du poids, c'est l'âge. Moi, vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment un élément très important. L'impact de l'IMC ne va pas être le même à 30 ans ou à 35 ans ou à 38 ans. Voilà, c'est pas la même chose. Il est plus important à 25-30 ans et moins important à 38 ans. Et on va aller plus vite. En gros, pour une femme qui est plus jeune, on va prendre le temps de mettre en œuvre toutes les mesures. À 38 ans, on va aller directement, parce que l'âge, chaque mois qui compte, est important, et on ira directement à l'assistance médicale à la procréation. On en revient à ce qu'on disait, on a répondu, c'est vraiment du personnalisé. C'est pas une femme, c'est pas, ou un homme, c'est pas un chiffre d'IMC, c'est tout un contexte. Donc je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question, pardon. Oui, bonjour. Merci à tous pour vos interventions de grande qualité. Je suis la présidente de l'association Fibre Info France. Je souhaite faire un commentaire sur les perturbateurs endocriniens associés à la
puberté précoce. Il y a eu un rapport de Santé publique France l'année dernière sur l'épidémiologie et la prévalence du fibrome utérin en France. Il se trouve que dans ce rapport, on a été très étonnés de constater qu'il y avait des cas de petites filles de 9 ans dans les départements d'outre-mer atteintes de fibrome utérin. Ma question est de savoir comment serait-il possible de limiter les risques de puberté précoce et de survenue de pathologies féminines par rapport à une exposition prolongée ou possiblement très ancienne, parce que les cas de petites filles de 9 ans dans les départements d'outre-mer qui souffrent de fibrome seraient possiblement en lien avec les 1000 premiers jours. Est-ce que vous auriez des éléments de réponse à apporter déjà à ces personnes, parents de petites filles, et plus globalement, d'un point de vue sociétal et de santé publique, par rapport au fibrome utérin? Merci. Alors spécifiquement pour le fibrome utérin, j'ai pas la réponse. Je ne peux pas vous donner la réponse. Alors c'est vrai qu'on voit chez certaines populations une diminution de l'âge d'entrée en puberté. Ce sont des études épidémiologiques. Après, pour savoir exactement faire des liens de cause à effet entre est-ce que c'est vraiment lié à une exposition de telle ou telle molécule, c'est encore compliqué de répondre à cette question. Donc vous évoquiez tout à l'heure une population dans les Antilles, c'est ça, hein. Ils sont fortement exposés au chlordécone. On sait, par exemple, qu'il y a un lien direct entre chlordécone et cancer de la prostate chez l'homme. Ça, le lien, il est fait. Est-ce que c'est une exposition à la chlordécone serait responsable de la pathologie que vous évoquez? J'ai pas la réponse. C'est possible. C'est possible, sachant que c'est un organe qui dépend, notamment le développement dépend des hormones stéroïdiennes, donc stéroïdes sexuels, donc c'est possible. Après, je ne peux rien affirmer. Au niveau scientifique, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de vraiment décrit et de formel là-dessus. C'est compliqué à mener comme étude, en fait. Vous comprenez bien que c'est très compliqué à mener, puisque c'est sur plusieurs générations. Ouais, et c'est très compliqué d'ailleurs de travailler sur l'homme, parce qu'on peut faire que des études épidémiologiques, c'est-à-dire faire des corrélations entre sur une telle pathologie, voilà, dans certains coins du territoire et la présence de telle ou telle chose dans l'environnement. Ouais. Et après, faire des relations de cause à effet, donc là, il faut passer par des modèles animaux, que je connais un peu mieux, c'est le travail des scientifiques. Mais après, faire à partir d'études épidémiologiques, faire des relations de cause à effet, c'est très compliqué. Mais je sais qu'il y a des populations où ils sont très très exposés au chlordécone, et pour encore plusieurs années, voire même dizaines d'années. Parce que même si c'est interdit, le sol est contaminé. Bonjour, alors merci beaucoup pour vos interventions intéressantes. J'ai une question qui est très anecdotique. Hippocrate aurait déclaré à son époque déjà que l'aliment était le premier médicament. Je voudrais savoir si vous confirmez ou pas. Totalement. Je vote pour. On n'a rien inventé, hein. Bonjour. Moi, je revenais toujours pareil sur cette question, sur le lien entre IMC, perte de poids, parce que c'est vrai que c'est assez... ça amène beaucoup de questions. Et c'est vrai que la plupart des études scientifiques sont assez unanimes là-dessus, sur le fait qu'il faut avoir une perte de poids, idéalement de 10% avant, pour améliorer les... 5 à 10%. Soyons modestes, je pense. Pour améliorer les chances de réussite de PMA. Et j'ai l'impression aussi que vous disiez tout à l'heure que ce n'est pas forcément juste, on ne se limite pas, on ne se résume pas à un chiffre. En revanche, rares sont, je dirais, les gynécologues obstétriciens qui regardent spécifiquement quelle est la composition de cet IMC
en termes de graisse, d'eau et de muscles, parce qu'il peut y avoir effectivement des femmes avec des IMC qui sont importants et qui font de la rétention d'eau ou qui sont très musclés et qui font qu'il y a un IMC qui est plus important, et c'est pas forcément de la graisse, et qui reste focalisé sur cet IMC en se disant faut perdre du poids, mais en fait cette femme, elle fera attention, elle fera une activité physique régulière, et on va être dans quelque chose d'un peu paradoxal aussi. Oui, tout à et fait. Donc du coup, on ne sait pas trop à travers tous ces discours-là un peu qui s'opposent, on ne sait pas vraiment trop comment se positionner là-dedans, parce que au final, je dirais que c'est assez culpabilisant dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, parce qu'il y a tous ces perturbateurs dans tous les sens. Et dans ce cas-là, ce serait pas mal de spécifier à quelle dose, parce que finalement, sinon, après, on n'a plus de vie dans ce qu'on va faire et dans l'interaction qu'on va avoir avec l'environnement. Et après, on se dit, j'essaie de perdre du poids, mais en fait, ça ne va pas marcher, parce que tout va être concentré dans la graisse qui va rester. Donc en fait, comment peut se positionner la femme et puis après plus largement le couple par rapport à toutes ces injonctions qui vont dans tous les sens et qui sont contradictoires finalement? Ouais, par rapport à l'IMC, c'est vrai que c'est une unité de mesure. Enfin, ça fait plusieurs années déjà qu'on essaie d'élargir et de se dire, voilà, il n'y a pas que l'IMC. Après, ça reste une unité de mesure et utilisée par plein de professionnels de santé. Mais comme le disait Rachel Lévy, c'est vrai qu'on essaie de voir vraiment de façon plus globale et de ne pas prendre que l'IMC. Mais je pense que ce qu'il faut retenir aussi de tout ça, et je sais que c'est pas facile, parce qu'en plus quand on parle des perturbateurs endocriniens, de la nutrition, du sport, etc., on a tendance à se dire du coup c'est énorme la charge qu'on se met, mais c'est peut-être de retenir un peu en fait on fait ce qu'on peut, en fait, de dire voilà, j'ai ces informations là et j'essaye de faire ce que je peux dans ma vie. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut nous stresser outre mesure et du coup être un peu, contre-productif. Peut-être un message de mesure. Oui, tout à fait. On est vraiment plus à 5%. C'est déjà très, très bien. Et pas forcément de sport, activité physique. Déjà, c'est très positif. La sédentarité, c'est négatif. Ça a été montré. Sédentarité, je suis désolée, on est assis là depuis un bout de temps, il va falloir qu'on se lève. Virginie, la sédentarité, c'est négatif. Et ça, c'est prouvé. Et pour l'homme et pour la femme, on l'a publié aussi. Mais l'activité physique, c'est juste simplement se lever, déjà, marcher, exactement, les escaliers, s'arrêter, un arrêt de bus ou un arrêt de métro plus tôt pour pouvoir marcher un petit peu plus. Et ça, c'est déjà super. Donc, voilà, moi, j'essaie d'être un peu positive dans la façon de présenter les choses. Et puis, vous avez raison, il y a ce qui est négatif dans le poids, c'est l'inflammation. C'est comme pour le syndrome des ovaires polykystiques, vous l'avez dit, c'est l'inflammation. Et cette inflammation, c'est surtout sur, exactement, la graisse abdominale viscérale qui est celle qui, entre guillemets, sécrète des facteurs qui vont être pro-inflammatoires. Donc, avec l'alimentation, on va pouvoir être anti-inflammatoire. Donc vous voyez, nous, on n'est vraiment pas figé sur le chiffre d'IMC, on est plus sur un parcours, c'est de l'éducation thérapeutique, c'est de l'information, et encore une fois, oui, c'est peut-être un job temps plein, comme je disais tout à l'heure, mais je pense que c'est vraiment un job qui vaut le coup. C'est vrai que les femmes enceintes, vous avez une pression énorme avec tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on vous met sous une cloche, sous verre, et puis c'est très, très compliqué. Moi, je vais prendre l'exemple de ma collègue Delphine, votre enseignante, donc, qui a eu un petit il n'y a pas très longtemps, et qui connaît aussi, c'est ma collègue de travail, donc qui connaît aussi cette thématique des perturbateurs endocriniens. Et donc, effectivement, c'était une source de stress pour elle, parce qu'elle connaît, elle sait. Donc, comment elle a appris la chose? Elle a commencé par évaluer son environnement proche. Elle a scanné son environnement un peu, mais tout, sa maison, tout ce qui pouvait poser problème. C'est-à-dire qu'est-ce qui pouvait l'exposer elle, parce que ce qui expose la maman, par rebond, expose le fœtus. Donc tout ce qui était plastique, elle a essayé d'éliminer ça. Pas de maquillage, c'est pareil, dans le maquillage, il y a énormément notamment des triclosans, c'est des conservateurs qui ont des effets perturbateurs endocriniens.
Donc les crèmes bio, des choses comme ça, elle a utilisé tout ça. Et puis après, elle a pensé aussi à, quand le bébé allait naître, quel va être son environnement à lui. Donc pas de jouets en plastique, des vêtements le plus coton, moins de synthétique possible, le plus bio possible. Après, il faut avoir les moyens de le faire. C'est une vraie question aussi. La lessive, exactement, la lessive, tout ce qui est en contact avec les muqueuses aussi. Donc tout ce qui est en contact avec les muqueuses, que ce soit de la maman ou du bébé, parce que ça passe très très vite dans le sang. Donc tout ce qui est crème, ça va faire attention. Et avec tout ça, elle a fait comme elle a pu. Voilà. Après, effectivement, on fait avec ce qu'on sait de ce qu'on connaît. Et on fera toujours au mieux. Une maman fera toujours au mieux, de toute façon. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Désolée, j'en pose une deuxième. Donc on a reçu énormément de très bons conseils qui peuvent effectivement à la fois être très enrichissants et en même temps se dire « Oh là là, mais comment je vais réussir à appliquer toutes ces règles-là » Comment vous faites la distinction entre des couples qui réussissent à avoir des enfants et qui pourtant pourront peut-être être en situation d'obésité, utiliser des plastiques, être dans un environnement pollué ou autre, et des couples qui vont essayer justement d'avoir ce mode de vie parfait et pour lesquels ça ne fonctionne pas. Alors j'enlève toutes les problématiques liées au corps de la femme et de l'homme, mais il y a une inégalité finalement face à tout ça. Mais la biologie n'est pas égale. Il n'y a pas de justice en biologie. Voilà, il y a pas, on n'est pas tous égaux devant la biologie, devant nos gènes. Moi, je suis généticien de formation, pas loin, j'étais juste à Jussieu, là, à côté. Et voilà, on sait qu'on n'est pas tous égaux, on est tous différents. Et des fumeurs ne développeront jamais de cancer du poumon, alors que d'autres qui n'auront jamais fumé vont en développer un. Ça, c'est ce qu'on appelle les polymorphismes génétiques. Alors, c'est pas de l'épigénétique, pour le coup, c'est de la génétique, mais c'est ça. C'est ce qui va faire que quand moi, je prends un verre de café, je tremble pendant toute la journée, alors que d'autres vont pouvoir prendre du café 6 à 7 fois par jour et se sentir complètement zen. Et ça, c'est vis-à-vis de l'alcool, vis-à-vis du tabac, vis-à-vis du café, vis-à-vis de l'alimentation. On est tous différents. Mais moi, je voudrais revenir à la question que vous posiez, parce que moi, je ne le vois pas comme ça, en fait. Je pense que tout ce dont on discute est applicable à 100% de tous les couples qui se réveillent un matin et qui se disent « Ben ouais, c'est le moment, j'ai envie de faire un bébé ». Et donc, c'est ce que je parlais en prévention, c'est-à-dire que c'est au moment où il y a ce désir d'enfant là, on a le temps, on est tranquille, on peut faire le score alifère, on peut s'occuper des perturbateurs endocriniens, on peut perdre du poids, 5%, ça suffit. On peut faire tout pour que ça se passe le mieux possible. 100%. Et alors, c'est vrai qu'il y en a qui vont avoir besoin de passer par l'assistance médicale à la procréation, mais c'est pas grave, parce qu'ils auront mis toutes leurs chances de leur côté avant d'arriver en parcours de fécondation in vitro. Mais moi, je dis parfois qu'on a quelque part, le fait de devoir passer par la FIV et l'AMP et d'avoir accès à toutes ces informations, c'est une chance parce que ça permet de se préparer mieux et d'avoir toutes les informations. Mais c'est ce qu'on disait sur les 1000 jours et sur le site. Et sur le site des 1000 jours, il y a une petite partie, et même avant, on a fait une vidéo pour les 1000 jours et plus, c'est-à-dire les 3 mois, soyons modestes, qui précèdent la fécondation pour améliorer ses chances au moment de la fécondation. Donc en FIV, vous allez avoir plein de conseils, vous allez être accompagnés, et j'espère en tout cas très bien accompagnés par Wistim et par d'autres pour avoir tous les conseils possibles, mais c'est 100% des couples qui souhaitent un enfant qui devraient avoir ce type d'information, ce type de préparation. On a beaucoup parlé de la consultation préconceptionnelle qui normalement devrait être ouverte à tout le monde. Moi, j'attends beaucoup des ministres, des politiques. Vous savez qu'ils ont mis en place des consultations, un nombre de consultations obligatoires au cours de la vie. Moi, j'espère sincèrement qu'il y aura une consultation préconceptionnelle qui sera suffisamment développée pour pouvoir aborder toutes les questions dont on parle aujourd'hui. Et on se bat là-dessus. Voilà. Une consultation pour tous les couples qui ont un projet d'enfant. C'est maintenant aux politiques de le mettre en place pour donner tous les conseils qu'on vient de donner. C'est vrai que les professionnels de santé, que ce soit médecins généralistes ou sages-femmes, sont des relais indispensables pour cette prévention. Donc il faut qu'ils soient formés. Il y a je sais qu'il y a Strasbourg qui a mis en place une ordonnance verte.
C'est-à-dire que pour toutes les femmes qui sont enceintes, eh bien, on leur donne une ordonnance verte. Ça leur donne quoi? Un panier bio toutes les semaines pour qu'elles puissent se faire un repas bio pour toute la semaine et ainsi avoir une alimentation avec le moins possible de polluants environnementaux, de perturbateurs endocriniens, de pesticides, et ainsi de suite. Ça pose la question effectivement de la sensibilisation de fond, et le plus tôt possible. Et ça pose aussi la question de l'accompagnement. Parce que ce qu'on entend aussi dans les questions de la salle, c'est l'inquiétude qu'on peut ressentir, pas que donc, au moment de la grossesse, qui est un énorme moment effectivement de vulnérabilité, enfin bon bref. Mais quand on entre en parcours, la dose d'inquiétude est telle qu'on devient extrêmement sensible en fait à tout ce qui peut encore ajouter de l'anxiété ou de l'inquiétude. Et il semble en fait que une des questions vraiment fondamentales, c'est comment on accompagne à travers vos métiers et les différentes disciplines au mieux les couples et les gens qui souhaitent devenir parents, parce que on n'est pas dans son état normal en réalité quand on entre en parcours de PMA. Donc effectivement, si on peut être en amont, plus dans la phase de prévention, peut-être qu'on est plus sensible, plus réceptif, voilà. Et vous, du coup, plus audible. Plus efficace. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je ne crois pas. Sauf si quelqu'un veut se prononcer avant qu'on puisse se retourner dans l'espace des associations. Eh bien, merci. Merci à vous.